Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 juin 2020 pour le 193e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport de situation principalement axé sur la situation diplomatique, sur la reprise du procès du MH17 et surtout sur la situation en Ukraine où on a droit à des déclarations assez inquiétantes. Sur le plan militaire, du 6 au 12 juin 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 15 reprises, donc on est à plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 66 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on a plus que doublé, pour un total de 88 munitions, donc là aussi en hausse par rapport à la semaine dernière. Il faut y rajouter les 6 violations du cessez-le-feu et les 44 munitions tirées, dont 31 obus de mortier de 120 et 82 mm par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Vous pouvez le constater sur le graphique de la semaine, il y a eu un jour où il n'y a pas eu de violation. Comme par hasard, c'était au moment où on a eu une nouvelle réunion des groupes de contact sur laquelle je vais revenir. Les tirs de cette semaine en RPD ont tué un soldat. Côté ukrainien, les pertes hors combat, donc je précise bien hors combat, sont de 9 morts et 23 blessés. Donc voilà, on n'a pas eu de bilan de morts au combat pour cette semaine. Au niveau armes lourdes, par contre, l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front et entre autres près d'habitations ou d'infrastructures civiles. Je rappelle que c'est non seulement une violation des accords de Minsk, mais aussi une violation de la Convention de Genève, puisque ça revient à utiliser les civils comme boucliers humains. Ouais. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté ainsi le déploiement de 51 pièces d'armement lourd, donc on est en forte hausse, plus du double de la semaine passée. À savoir dans le détail, 2 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, un système de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Strela 10, 4 systèmes de défense antiaérien Zhuzhka, 8 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 26 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses BRDM, 5 véhicules de combat blindés et 2 systèmes de missiles anti-chars. Bon, bien entendu, pour cacher tout ça, aux yeux de l'OSCE, le brouillage des drones se poursuit. Je vais vous montrer la carte des endroits où la RPD a détecté le brouillage de signaux des drones de l'OSCE de la part de l'armée ukrainienne. Alors je vous disais que la grosse actualité de la semaine, donc ça avait été cette réunion du groupe de contact trilatéral, où Kiev a, mis exécution ses plans foireux. Vous vous souvenez qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas négocier directement avec les RPD et les RPL. Ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche débile. Ils ont envoyé 2 journalistes pro-Kiev ayant fui le Donbass en 2014 pour servir de représentants de la RPD et de la RPL. C'est là, j'espère qu'on a touché le fond. J'espère qu'on a touché le fond parce que là c'est pas possible. Non, parce que c'est une tentative pitoyable de négocier avec soi-même. Faut quand même appeler les choses comme elles sont. Et comme je le disais, en plus les 2 journalistes qui ont été choisis, Sergei Garmash et Denis Kazansky, sont de farouches opposants à la RPD et la RPL qui sont censés représenter. Ils s'en vantent en plus sur Facebook. On a eu entre autres Garmash qui a dit: on m'a proposé de rejoindre la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral de Minsk. Aujourd'hui, je vais déjà participer au sous-groupe politique en tant que représentant de l'Ordlo. Alors l'Ordlo, c'est ce qu'ils appellent, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent l'RPD et l'RPL. Donc c'est zone occupée des régions de Donetsk et de Lugansk. Occupée juste par ses habitants, mais c'est pas grave. Cette espèce de pseudo-journaliste s'est même pas rendu compte que cette déclaration était complètement stupide. Parce que je voudrais qu'on m'explique comment est-ce qu'il pourrait représenter la RPD et la RPL en faisant partie de la délégation ukrainienne. Voilà, sauf à admettre publiquement que le but c'est juste de discuter entre soi, voilà, de faire un monologue, quoi. Kazansky a aussi confirmé qu'à partir de maintenant il participerait aux réunions du groupe de contact, mais rien à voir avec le conseil consultatif dont la création a été, je rappelle, définitivement abandonnée par l'Ukraine. Le fait que ces 2 journalistes soient profondément et viscéralement et publiquement anti-RPD et RPL est plutôt une bonne chose, comme l'a souligné un de mes collègues d'ici de Donetsk, Ruslan Marmazov, parce que comme ça le but de Kiev est limpide, voilà, c'est saboter totalement les accords de Minsk. Il y aura ainsi pas d'illusion de la part de la population du Donbass sur ce qui pourrait découler de ce genre d'initiative. Il a dit: c'est une bonne chose que Garmash et Kazansky aient été traînés par Kiev
Kiev au groupe de contact trilatéral en tant qu'anciens habitants de Donetsk. Il a dit ils sont explicites et sans ambiguïté. Hein, il a dit ils ont jamais caché le fait qu'ils dépendent de toutes ces fondations, genre USAID, NED et compagnie, financées par les États-Unis. Il dit ce sont des agents de décomposition, en bref. Ils ne s'en sont jamais cachés. Ils sont même fiers de leur méchante mission, c'est leur travail. Et selon lui, le fait même que ces personnages soient impliqués dans des combines de Kiev concernant le Donbass est déjà très révélateur. Il a dit les types choisis par le régime ukrainien pour communiquer avec son ombre, hein, c'est une jolie façon de présenter les choses, ont toutes les qualités pour que les habitants de l'RPD et de l'RPL ne se fassent pas d'illusions sur les perspectives. Ce serait bien pire si au lieu de ces politiques, ils amenaient Sivocho créait une pâle mais trompeuse illusion sur l'existence d'un parti de la paix. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Kiev piétine les dernières graines ornementales de Minsk et il est temps pour le Donbass de rentrer chez lui. Et cette maison n'est clairement pas en Ukraine. Je suis totalement d'accord avec mon collègue. Voilà, je veux dire, bon, quand vous voyez des trucs comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on retourne au sein de l'Ukraine? Ils se foutent ouvertement de notre gueule. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres mots, je veux dire. Mais bon, cette initiative clownesque de l'Ukraine n'a pas franchement été bien accueillie. Bon, déjà parler de République populaire. Mais la Russie et l'OSCE aussi, qui n'ont même pas considéré ces pseudo-représentants comme de réels participants aux discussions. C'est ce qu'a expliqué Rodion Mirochnik, hein, le représentant de la RPL, qui a dit aucun des membres du groupe, qu'ils soient de l'RPL, de l'RPD, de la Russie ou de l'OSCE, n'a pris les participants supplémentaires de Kiev comme une nouvelle partie aux négociations, qui aurait le moindre droit de discuter ou de finaliser les questions abordées par le sous-groupe politique de Minsk. Il a dit Kiev a chargé 2 blogueurs radicaux, prétendument de Donetsk, un traumatologue et un ancien employé du bureau du procureur de représenter les intérêts des personnes déplacées. D'ailleurs, Kiev a dit oui, ils vont tout finaliser, c'est pas un problème pour eux, hein, c'est ce qu'a dit le représentant de Kiev au sous-groupe quand il a présenté les 2 guignols. Mais en réalité, ces nouveaux représentants n'ont pas pu prendre part à la discussion du sous-groupe politique, parce que sur les 4, il y en a 2 qui n'ont pas moufté, hein, pendant les 4 heures de la réunion, ils n'ont pas sorti un mot. L'un d'eux a essayé de prendre la parole à plusieurs reprises, mais il n'était pas foutu de comprendre le sujet des négociations. Et donc le coordinateur de l'OSCE, Pierre Morel, a dû l'interrompre. Il lui a suggéré d'aller porter ses plaintes contre le fait qu'il avait une vie difficile au groupe humanitaire, parce que le groupe politique s'occupe pas de ces questions. Et blanc dans ta gueule, c'est ce qui s'appelle se prendre un vent monumental. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Karpouchev, hein, qui est un blogueur que je cite régulièrement, qui est d'ici, qui a dit clairement ses représentants devaient tout régler, alors on en est où là? Pourquoi Kiev n'a pas annoncé que ça y est, on rend les armes, on leur rend le contrôle de la frontière et les élections auront lieu demain? Parce qu'en fait ils ont servi à rien, c'est du cirque, c'est du grand guignol. Voilà. Bon, sans surprise, cette réunion du groupe de contact trilatéral qui a eu lieu les 9 et 10 juin par vidéoconférence avec ses représentants bidons, il n'y a pas eu d'avancée significative, hein, je pense que vous ne serez pas surpris. Au sein du groupe de contact en charge des questions de sécurité, il y a eu une petite avancée pour la localisation de 2 des 3 zones pilotes, hein, de retrait, qui semble-t-il ont obtenu l'accord des 2 parties. Bon, mais rien n'est encore fait. Hein. Oula. Alors, il s'agirait de Petrovka en RPL et de Grigorovka en RPD. Mais il n'y a toujours aucune avancée ni sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, ni sur l'addendum à la décision cadre sur le retrait des troupes qui doit corriger justement les manquements de la procédure existante. Donc bon, on crie pas encore victoire. Dans le groupe politique, les représentants ukrainiens ont enfin daigné donner leurs commentaires sur la fameuse proposition de loi sur le statut spécial du Donbass qui avait été soumise le 27 mai par la RPD. Sauf que le document qu'ils ont rendu n'a pas grand chose en commun avec les dispositions qui doivent être incluses dans cette loi sur le statut spécial du Donbass. Ils ont juste mis une référence à la formule Steinmeier dans un article et puis de la loi, et puis le reste est bon à jeter à la poubelle. Dans le groupe de contact en charge des questions humanitaires, la question de l'apurement judiciaire des prisonniers échangés a été abordée, puisque le médiateur a quand même rappelé que Kouchma, donc le représentant ukrainien en chef, avait signé un engagement pour que l'apurement judiciaire des prisonniers rendus par l'Ukraine soit fait. Un engagement qui n'est pas du tout respecté. Actuellement, on en a 1 sur 45 rendu par l'Ukraine qui a vu les procédures judiciaires contre lui être classées. 1 sur 45. Nous, on le fait systématiquement. Hein. Voilà.
Mais à part ça, l'Ukraine, soi-disant, respecte les accords de Minsk. Il y a eu aussi la question de l'ouverture de corridors humanitaires sur les points de passage de la ligne de front pour laisser passer les civils qui ont absolument besoin de franchir la frontière malgré sa fermeture pour cause de coronavirus. Eh ben, c'était l'occasion d'une nouvelle provocation de Kiev qui a rien trouvé de mieux à faire que d'ouvrir unilatéralement 2 de ces points de passage en sachant que côté RPD, ils étaient fermés. Ouais. Parce que dans le côté ukrainien, la situation épidémiologique, c'est toujours le bordel, donc il est hors de question qu'on rouvre la frontière en grand, avec le risque qu'on importe de manière massive des gens qui sont infectés. Donc résultat, des civils se sont retrouvés coincés en plein soleil, sous le cagnard, entre les 2 points de contrôle, ce qui montre que Kiev s'en fout totalement des habitants du Donbass, qu'elle n'hésite pas à utiliser tantôt comme bouclier humain, tantôt comme pion pour des provocations ignobles. Et au moment de la réunion où les 2 parties devaient justement discuter des détails techniques pour mettre en place ces corridors humanitaires, les représentants ukrainiens sont partis. Ils ont eu soi-disant un problème technique. Oui. Voilà, donc le reste de la réunion et celle sur les questions économiques sont repoussées au 15 juin. Voilà, c'est bien pratique le problème technique pour éviter de devoir discuter de trucs qu'on n'a pas envie de discuter. Voilà, mais comme on le voit... Kiev continue de mener les accords de Minsk dans une impasse pour justifier d'en sortir sans devoir emporter la responsabilité, quitte à transformer les négociations sur le Donbass en véritable cirque ou en théâtre de l'absurde, en choisissant les représentants du camp adverse avec qui elle doit négocier et en les mettant dans sa propre délégation. Ça devient complètement débile, on est bien d'accord. L'OSCE a peu apprécié, semble-t-il, cette nouvelle clownerie, mais France et Allemagne, toujours aucune réaction. Voilà. Les garants des accords de Minsk se font toujours et encore remarquer par leur silence. Suffit pas juste de foutre une signature en bas d'un papier, les enfants, pour être garants des accords de Minsk. Ce serait peut-être temps que vous fassiez votre travail. Ça serait pas mal quand même. Ce serait pas mal. L'autre grosse nouvelle, ça a été donc la reprise des audiences du procès du MH17, donc cet avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu dans le ciel du Donbass le 17 juillet 2014. Et donc là, ça a repris lundi. Je rappelle, il y a quelques mois en arrière, quand les audiences avaient été suspendues pour cause de coronavirus, le tribunal chargé de l'affaire avait demandé aux États-Unis de déclassifier et de fournir des images satellites qui sont mentionnées comme source dans un rapport qu'ils avaient envoyé en 2014 comme preuve du lancement d'un missile Buk côté RPD. Et donc la Cour a demandé aux États-Unis de dire ce serait quand même bien qu'on ait la preuve directe, tu vois, pas juste le papier qui dit ce que l'image a vu. Parce que c'est du oui-dire, ça vaut que dalle. Et en fait, ils ont dit, on vous a envoyé un mémorandum en 2014, et puis ça s'arrêtera là. Alors, ce qui m'a fait rigoler, c'est que le président du tribunal a sorti que le procureur, qui était chargé de l'affaire, avait conclu que le mémorandum qui avait été envoyé par les États-Unis était soutenu par d'autres sources qu'il a consultées. Il a demandé que ces conclusions soient jointes au dossier, mais les autorités américaines ont informé qu'elles ne sont pas en mesure de fournir des données supplémentaires concernant le lancement du missile pour compléter le mémorandum. Alors, selon monsieur Steenhuis, le procureur a pu examiner des documents classifiés de manière confidentielle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans une interview de Fred Westerbeke, qui était le procureur en chef, les Néerlandais n'ont pas eu accès aux images satellites. Ils ont eu accès à un rapport prétendument basé sur ces images. C'est-à-dire, ils ont droit à du blabla, qui t'explique soi-disant ce qu'il y a dans les images. Mais ça veut dire que les États-Unis peuvent écrire absolument tout ce qu'ils veulent dans ce rapport. Parce que sans les images pour prouver que ce que le rapport prétend est vrai, c'est pas une preuve. Ceux qui me disent oui, mais ici, c'est les États-Unis. Est-ce que je dois vous rappeler l'histoire de la fiole de pisse de Colin Powell à l'ONU pour prouver l'existence d'armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'ont jamais existé? D'accord? Donc, ce que peuvent dire les États-Unis si c'est pas étayé par quelque chose de solide, ça vaut pot de zob. Voilà, vous partez de ce principe. Voilà. Si le rapport disait que c'était des extraterrestres qui ont détruit le MH17 sans aucune preuve sérieuse comme une image satellite, vous y croiriez pas, on est bien d'accord. Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi vous l'accepteriez quand ça prétend avoir la preuve du tir d'un missile Buk depuis les positions tenues par la RPD, plus que quand c'est des extraterrestres.
je veux dire, c'est au même niveau de fiabilité, c'est zéro. Hein, voilà, je veux dire, on l'a vu avec le Russiagate, avec le faux dossier Steele qui était complètement bidon de A jusqu'à Z et qui s'est effondré une fois amené en justice, et j'en passe et des meilleurs. Je veux dire, les rapports bidons des services de renseignement américains sur tout ce qui concerne la Russie, vous pouvez tout prendre et le foutre à cramer pour lancer votre barbecue. Voilà, c'est tout ce que ça vaut. La Russie, d'ailleurs, qui a demandé à plusieurs reprises de fournir les données de radar primaires ukrainiennes et les données des satellites américains, mais ces données n'ont jamais été fournies. C'est marrant parce que quand il s'agissait de montrer les avions russes en Syrie sur leur base Akhmimim, les images satellites, là, les États-Unis ont eu aucun problème à les sortir. Bizarre. Hein, pareil pour l'Ukraine qui prétend que ces radars, aucun de ces radars primaires civils dans la région ne fonctionnait ce jour-là, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. On a un journaliste néerlandais qui a interviewé un homme qui a travaillé sur un des radars qui se trouve à portée de là où a eu lieu le crash du MH17 et qui disait clairement les radars fonctionnaient. Donc il y a des radars de secours, jamais de la vie. L'aviation militaire ukrainienne volerait dans une zone où il n'y a pas de radar primaire pour surveiller la situation. Je veux dire ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'envoies pas tes avions au casse-pipe sans radar primaire capable de surveiller ce qui se passe. Alors pourquoi je parle de radar primaire ? Par différence avec radar secondaire, je rappelle, radars secondaires sont ceux qui captent les transpondeurs. Or, un avion de chasse en mission militaire a son transpondeur éteint. Le radar primaire est basé purement sur de la physique. C'est le radar qui envoie des ondes et qui analyse ce qui revient pour déterminer, un peu comme les chauves-souris, qu'est-ce qu'il y a autour. Voilà, donc c'est ça qu'il nous faut, c'est le radar primaire. Il n'y a que la Russie qui a fourni les données de radar primaire pour rappel. Je veux dire, je rappelle encore une fois, il y avait clairement des avions de chasse ukrainiens dans le ciel du Donbass avant le crash du MH17. Les journalistes de Bonanza Media ont trouvé plusieurs témoins supplémentaires. Certains qui avaient été interrogés par le JIT, d'autres qui avaient été interrogés par un journaliste néerlandais et un journaliste allemand. Alors des témoins, d'ailleurs, c'est assez rigolo, celui qui a été interviewé par le journaliste néerlandais, il a vu des avions, et c'est marrant, dans son truc à lui, le journaliste néerlandais l'a présenté comme un mec qui avait vu le lancement d'un missile Buk, tu vois. Encore une fois, grosse falsification, tout va bien. C'est le même journaliste, d'ailleurs, je vais en reparler un petit peu après, qui a prétendument trouvé un des deux seuls petits éclats en forme de papillon, qui serviraient soi-disant à identifier que le missile est bien russe et pas ukrainien. On va y revenir. Voilà, mais en tout cas, là, ces témoins qui sont venus s'ajouter à tous ceux qui avaient déjà été interviewés et pour leurs précédents documentaires et par d'autres journalistes. Moi, j'ai interviewé moi-même plusieurs personnes qui les ont vus, ces avions militaires ukrainiens qui sont censés n'avoir pas été présents, si on écoute les officiels de Kiev. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Là, on a plus d'une vingtaine de témoins face caméra qui ont été interviewés par différents journalistes à différents moments qui te disent qu'ils ont vu peu ou prou la même chose. Ça commence vraiment à montrer qu'il y a un gros problème quand même avec l'enquête, parce que tous ces témoins-là, ils ont été systématiquement écartés par le JIT. C'est marrant, ceux-là, ils sont pas retenus, tu vois, c'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et donc ces avions de chasse, qui selon l'Ukraine n'étaient pas dans le ciel du Donbass ce jour-là, comme par hasard, ils apparaîtraient clairement sur des images satellites ou sur des données de radar primaires. Alors d'après les différents témoignages que Yana et Max ont recueillis, les avions de chasse volaient quand même assez bas, ce qui expliquerait à mon sens pourquoi le radar primaire russe civil, je parle bien du radar civil, je parle pas des radars militaires, pourquoi il les a pas vus. Parce qu'en fait, il est quand même assez éloigné, même s'il capte cette zone-là. Et en fait, à cause de la distance et de la courbure de la Terre, donc vous avez la Terre qui est courbée comme ça, et donc vous ne pouvez voir que ce qui est au-dessus d'une certaine altitude. Donc plus la distance est importante, plus l'altitude au-dessous de laquelle vous ne voyez rien est importante aussi. Puis il y a de relief aussi, bien entendu. Donc en fait, c'est possible que les avions aient été là, mais que le radar russe ne les ait pas vus, s'ils étaient en dessous du seuil de détection.
Pour lui, ils étaient invisibles. Pourtant, ils étaient là. D'ailleurs, le procureur néerlandais s'est adonné à du double standard phénoménal en disant qu'en gros, le fait qu'on voit pas le missile Buk sur les données radars primaires russes ne prouve pas qu'il n'y ait pas de missile Buk. Par contre, le fait qu'on ne voit pas les avions de chasse ukrainiens sur ces mêmes données radars primaires, ça prouve qu'en fait, il n'y en avait pas. Non, désolé. Non. Il y a plein de raisons pour lesquelles, potentiellement, ces avions peuvent ne pas apparaître. Je suis désolée. Donc ça, c'est vraiment du double standard. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un problème avec la façon dont l'enquête a été menée. En tout cas, il n'y a aucune raison valable pour que les États-Unis ne fournissent pas les images satellites, parce que comme je disais, 2015, les photos des avions militaires russes sur leur base en Syrie, ils ont été publiés en couleur, en haute def. Alors pourquoi d'un seul coup ça devient un problème de publier le même genre d'images concernant le crash du MH17 ? Si c'était parce que ces images montrent quelque chose qui ne colle pas avec le récit officiel. Et ça, c'est ce que tout le monde, parmi les journalistes russes qui couvrent ce truc-là, en dehors des trucs genre machin pro-américain, bien entendu, mais je veux dire, tous les journalistes honnêtes, tous ceux qui analysent ce dossier, je veux dire, on se rend bien compte quand même que c'est un aveu de culpabilité. Si réellement ces images satellites montraient la culpabilité indéniable de l'RPD et de la Russie, elles auraient été montrées dès 2014. Le fait qu'elles ne soient pas montrées, ça prouve déjà en soi que soit elles n'existent pas, et dans ce cas-là ils ont menti, soit elles montrent quelque chose qui est absolument pas le récit officiel de ce qui s'est passé. D'ailleurs, si on regarde de manière générale la façon dont l'enquête sur le MH17 a été menée, on a l'impression que la devise des enquêteurs néerlandais est « si les faits contredisent un mensonge utile, alors tant pis pour les faits ». Parce que lors de la reprise du procès du MH17, l'epic fail des Américains n'a pas été le seul sujet intéressant du jour. La déclaration du procureur Tisberger au tribunal a aussi été très intéressante, parce qu'il a parlé de ces fameux butterfly, ces petits fragments en forme de papillon, où il a expliqué que donc il y en a un qui a été trouvé dans le corps du capitaine de l'équipage du Boeing malaisien, et un autre a été trouvé dans le revêtement de l'avion. Mais attends, vous allez voir, c'est très intéressant. L'enquête a supposé donc que ces éléments sont similaires au shrapnel en forme de poutre, enfin en forme de petit papillon, qu'on trouve parmi les fragments du missile Buk de type 9M38M1, qui est la version un peu plus récente. L'enquête a également supposé que les fragments appartiennent à ce missile et non au missile 9M38, qui lui est en service dans les unités de défense anti-aérienne ukrainiennes. Alors ce qui est comique, c'est qu'ils ont trouvé que 2 fragments d'un missile moderne et 300 autres, mais c'est un missile moderne qui a battu le MH17. Bon, on comprend bien que voilà, ils sont obligés de faire des suppositions comme ça, parce que sinon, ils commenceraient à devoir parler de la défense anti-aérienne ukrainienne, ce qui serait, problématique, qui exposerait toute la farce qu'est le processus d'enquête. Bon, alors il y en a qui vont me dire, oui, mais ils en ont trouvé 2 quand même, alors qu'est-ce que tu veux de plus ? Eh bien, ils ont tort, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il n'y a pas un seul trou en forme de papillon dans l'épave du Boeing de la taille d'un de ces éléments. Et je parle bien de la taille d'un de ces fragments. Les quelques trous que certains ont trouvés, les trucs font 2 fois la taille. D'accord ? Les trous font 2 fois la taille d'un fragment, d'accord, de Buk. Ce qui montre que très certainement, ils ont été faits par 2 qui ont frappé côte à côte et qui ont donc donné cette impression de forme de papillon. Mais il n'y en a pas un seul qui est à la bonne taille. Or, dans l'expérience grandeur nature d'Almazantey, on voit clairement la carlingue de l'avion qu'ils ont utilisé pour faire le test. Tu as des trous en forme de papillon, de la taille des fragments d'impact, de la taille des shrapnels du Buk. Or là, dans le cas du MH17, on a un avion couvert de trous ronds. Et le capitaine, lui, a un petit papillon personnel. Il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a pas un seul trou en forme de papillon qui colle à la taille des fragments, et on en trouve un dans le capitaine. Je rappelle quand même qu'un Buk, c'est entre 7 et 8 000 fragments qui sont projetés lors de l'explosion. D'accord ? Et il y a, sur les versions modernes, donc sur le 9M38M1,
il y a à peu près un quart des fragments qui est de ce type papillon. Et c'est ceux qui ont la plus grande énergie cinétique. D'accord? Retenez bien ça. Donc si on fait un petit calcul, sur les 370 fragments trouvés, les enquêteurs n'en ont que 2 qui ressemblent à des papillons. Donc là, on a un rapport de 1 sur 185. On est très loin du rapport 1 sur 4, quand même. Donc où sont passés les autres? Voilà. Donc ça, c'est une question que les enquêteurs préfèrent ne pas se poser. Hein. Et même dans le corps du pilote, le ratio est de 1 sur 30. C'est-à-dire qu'il avait 30 fragments dans le corps, il y en avait un seul qui est en forme de papillon. Donc on n'est toujours pas à 1 sur 4. S'il n'y a qu'un seul de ces fragments, faut engager une procédure pénale pour falsification éventuelle de preuves, parce que ça tient pas la route, on est bien d'accord. Et puis il y a pas mal de questions qui se posent sur les fragments eux-mêmes. Parce que, donc, un missile Buk type 9M38M1 contient 1870 fragments, en gros, hein, en forme de papillon, qui pèsent 8 grammes chacun. Le premier fragment de 5,7 grammes aurait été trouvé dans le vitrage du cockpit. C'est celui qui a justement été trouvé par ce journaliste Ackermans, Jeroen Ackermans. Et donc forcément ce fragment n'a pas de passeport de découverte parce qu'il n'a pas été trouvé par les enquêteurs, il a été accidentellement trouvé par ce journaliste pendant qu'il fouillait l'épave. Mais résultat, le problème c'est qu'on ne sait pas s'il l'avait amené avec lui dans sa poche ou s'il l'a réellement trouvé dans la carlingue. Et puis je vais pas croire ce monsieur sur parole, parce que quand je vois ce qu'il a fait avec l'interview du témoin des avions de chasse qu'il a transformé en témoin de traînées de missiles Buk, et que j'ai vu pas mal d'autres déclarations de ce monsieur, entre autres sur Twitter, ce monsieur est violemment pro-Kiev, il est absolument pas neutre. Donc à partir de là, déjà, ce fragment-là, il aurait déjà dû être écarté. Il aurait même pas dû être considéré comme une preuve, parce que déjà, tu sais pas d'où il sort, le truc. C'est déjà le premier machin, déjà. À partir du moment où tu peux pas retracer ce qu'on appelle la custody chain, c'est-à-dire la façon dont la preuve a été recueillie, sécurisée, etc., ça vaut peau de zob. Ça, c'est irrecevable. Hein. Je suis désolé, dans n'importe quelle enquête normale, ça c'est irrecevable, c'est une preuve qui va à la poubelle. Le deuxième fragment, qui pèse 6,1 grammes, qui a été trouvé donc dans le corps du pilote, il est très déformé, il est impossible de déterminer sa forme originale à l'œil nu, mais les enquêteurs ont trouvé que ça ressemblait à un papillon. Bon, le journaliste qui a fait l'article que j'ai traduit là-dessus a trouvé étrange hein, qu'il ait carrément pas eu la forme de Poutine de profil, hein, tant qu'on y était. Et il a d'ailleurs noté que les corps des pilotes sont restés à Kharkov pendant 2 semaines sans aucune surveillance. Je rappelle, l'Ukraine est un des suspects potentiels. Est-ce que tu laisses des corps qui doivent subir des autopsies pendant 2 semaines entre les mains d'un suspect potentiel dans une enquête? Jamais de la vie. Ça, c'est la recette parfaite pour des ajouts de preuves. Je veux dire, hein, puis qu'on vienne pas me dire, mais non, l'Ukraine ferait jamais ça. Je rappelle que le SBU a été pris en flagrant délit de falsification de bandes audio. D'écoute téléphonique. Sans parler du meurtre de l'autre pseudo-journaliste, là, qui était complètement faux aussi, et qui montre clairement qu'il ne recule devant rien en Ukraine, hein, niveau falsification. Donc ça aussi, tu vois, enfin, je veux dire, ça vaut rien. Et puis en plus, en termes de poids, les fragments trouvés sont de 2 à 2,5 grammes inférieurs à ceux de l'usine. Hein, donc normalement, ils devraient peser 8 grammes, ils en pèsent 5,7 et 6,1. Or, dans l'expérience grandeur nature d'Almazantey, la masse des fragments en forme de papillon qui avaient gardé leur forme après l'explosion et puis après avoir percuté l'avion, ils avaient toujours une masse de plus de 7 grammes. Ça colle pas. Donc, si on résume, les enquêteurs ont vu que ce qu'ils voulaient voir. Toutes les divergences évidentes entre les faits réels et leurs conclusions, c'est... Je vois rien, je suis tout droit, je vois rien, je vais tout droit, voilà. Ils ont trouvé 2 fragments en forme de papillon sur plusieurs milliers qu'il devrait y avoir. Aucune analyse de métaux n'a été effectuée. Pourquoi il n'y a pas eu d'analyse comparative des 2 fragments avec un original provenant d'un missile du fabricant, Almazantey, hein? Parce que je rappelle quand même que dans le cas de l'avion de la Siberian Airlines qui avait été abattu par un S-200 ukrainien, c'est comme ça que ça a été prouvé, justement par l'analyse des fragments qui avaient été
projeter dans l'avion. Sur cette question, à l'époque, le DSB s'était défaussé en mode oui, mais de toute façon, c'est de l'acier de basse qualité, donc ça sert à rien de faire des analyses parce que ça pourrait venir de plusieurs batchs, etc. Ce qui est absolument pas vrai. Je veux dire, quand tu connais un processus industriel, la façon dont ça fonctionne, jamais de la vie. Je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est la façon dont fonctionne une usine d'armement, ces gens n'y connaissent strictement rien. Clairement, une analyse comparative aurait permis de voir s'il y avait des incohérences. Parce que rien que les analyses chimiques avaient déjà révélé que certains des fragments n'avaient pas la même composition que les autres. D'où le fait qu'ils nous ont sorti, oui, mais ça peut venir de plusieurs batchs. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, non. Quand tu prédécoupes tes fragments, d'accord, tu fais ça dans une grosse plaque d'acier. Et tu découpes. Comme ça. Parce qu'en fait, les éléments, ils s'imbriquent les uns dans les autres après. Donc, pour éviter de la perte d'acier maximum, tu vas tout tailler dans un seul machin. Et puis, de toute façon, quand tu prévois de construire X centaines ou milliers de missiles par an, tu passes ta commande. C'est-à-dire, t'achètes pas du fer, de l'acier au fur et à mesure sur les marchés. Ah bah tiens, j'ai besoin de 500 kilos de plus. Non, ça marche pas comme ça. D'accord ? T'as besoin d'un acier particulier pour le châssis, t'as besoin d'un autre type d'acier pour tes fragments. Tu vas passer tes commandes, des commandes énormes. Donc jamais t'as un batch comme ça avec un autre qui vient. Non. C'est des systèmes de coulée en continu, tu fais des batchs énormes et tu te fais livrer un truc qui vient d'une seule coulée continue comme ça, de plusieurs tonnes. Donc jamais de la vie tu vas avoir des fragments avec 36 compositions chimiques et minérales différentes. Jamais de la vie. Ça c'est du délire à l'état pur. Hein. Je veux dire, faut rien connaître au process industriel pour raconter ce genre de conneries. Voilà, mais ça personne ne tique dessus. Autre problème, pas de perforation caractéristique sur la carlingue du MH17 et la masse des fragments qui correspond pas à la masse des projectiles du missile. Voilà. D'ailleurs, les Néerlandais avaient essayé de tricher avec le poids des fragments. Quand ils les ont mesurés en présence des représentants de la Fédération de Russie, ils pesaient moins qu'après, une fois que les représentants de la Fédération de Russie étaient plus là. C'est quand même bizarre. Hein. Et les enquêteurs ont refusé que les Russes puissent mener des analyses chez eux sur ces fragments, bien entendu. Puis quand Almaz a soulevé quand même la question, on a dit oui, mais les fragments se sont déformés lors de l'explosion. Mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas conservé leur forme. Voilà. Et la réponse, parce que. Voilà. Donc le cirque continue, puis on continue de visionner ce cirque judiciaire. Je vous dis, les procès staliniens, en comparaison, c'est du haut standard de justice. Hein. Moi je vois des trucs comme ça me fait halluciner. Et puis si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, bah ça y est, le 9 juin, le FMI a approuvé un plan d'aide de 5 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider soi-disant à faire face à la pandémie de coronavirus. Donc là, ils ont déjà reçu la première tranche de 2,1 milliards de dollars. Il y en a 4 au total. On attend toujours le détail exact des mesures que doit prendre l'Ukraine dans le cadre de cet accord. Ça aurait dû être publié hier, mais j'ai pas vu passer. Mais il y a eu des informations quand même qui ont fuité et qui soulèvent comme des petites inquiétudes sur le fait que là, Kiev est en train de brader sa souveraineté contre un prêt du FMI, puisqu'après avoir voté la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles et la fameuse loi dite anti-Kolomoïski pour se conformer aux exigences du FMI, l'institution a enfin débloqué de nouveaux fonds pour l'Ukraine, sauf qu'on est passé d'un programme de financement étendu de 3 ans qui devait atteindre, je rappelle, les fameux 10 milliards de dollars que Zelensky avait annoncé, on passe à un programme de secours de 18 mois de 5 milliards de dollars. C'est le type de programme qui est normalement accordé aux pays qui sortent de la dictature ou d'une économie socialiste planifiée, ce que l'Ukraine normalement n'est plus depuis longtemps. Résultat, à Kiev, ça grince un peu des dents quand même, parce que même pour obtenir cette aumône, parce que 5 milliards c'est une aumône, hein, il semble que l'Ukraine va devoir se plier à des conditions que beaucoup jugent inacceptables.
Donc c'est Ruslan Bortnik, politologue et directeur de l'Institut ukrainien d'analyse et de gestion politique, qui a listé 10 points du mémorandum qui auront un impact important sur le pays. D'abord l'introduction de la gestion externe du système financier du pays, donc la Banque nationale, selon le mémorandum, doit maintenir l'inflation à 5%, ce qui stoppera toute croissance du PIB. Destruction du système de santé et du système éducatif via la poursuite des réformes catastrophiques de l'ex-ministre de la Santé, la fameuse Madame Souproun, la docteur mort là. Réduction du nombre d'écoles dans le pays aussi, comme ça ils vont en faire des analphabètes. Augmentation de l'âge de la retraite, baisse généralisée des dépenses tant pour les retraites que pour les allocations sociales. Poursuite des faillites des banques qui sont jugées non... on va dire pas assez solides, et puis mise en place donc de cette renonciation de l'investisseur national, ce qui fait que les gens comme Poroshenko ou Gontareva, qui ont amené à la fermeture de centaines de banques entre 2014 et 2018, seront jamais considérés comme responsables des actions qu'ils ont prises. Mise en place d'un contrôle externe de la justice ukrainienne via la nomination des juges, qui devra être supervisé par des experts étrangers. Voilà, ça c'est... Voilà, là pour l'indépendance et la souveraineté nationale, on repassera. Nouvelle hausse des tarifs, des logements et des services communaux. Je rappelle que les Ukrainiens arrivent déjà plus à payer leurs factures après que les prix des charges communales ont été multipliés par un facteur allant jusqu'à 10 en quelques années. Privatisation du port d'Odessa, de Centrenergo et de toutes les autres grandes entreprises du pays. Mise en place d'un contrôle externe sur le marché foncier, donc en clair c'est le FMI qui va décider du plafond de surface qui sera achetable au niveau des terres agricoles. Je vous épargne le suspense, ça sera bien plus que 1000 hectares par personne, et c'est le FMI aussi qui décidera si le marché sera ouvert aux étrangers ou pas, et pas du tout ces histoires de référendum. Ceux qui ont cru les promesses de Zelensky vont vite déchanter. Cette loi a été votée sur insistance du FMI, donc c'est le FMI qui va décider de ses modalités. C'est pas le gouvernement ukrainien et encore moins le peuple ukrainien qui vont en décider, je vous l'assure. Augmentation de l'influence du Bureau national anticorruption, interdiction pour l'État ukrainien de soutenir l'économie et l'industrie nationale, et ce alors que je rappelle que cette aide du FMI est officiellement prévue pour aider à faire face aux conséquences du coronavirus, et que parmi ces conséquences, l'impact des mesures de quarantaine sur les entreprises et l'économie du pays nécessite justement une aide de l'État pour éviter la faillite généralisée. Voilà. Le politologue Evgeny Bulavka a souligné que la Russie pourrait être une alternative au FMI, mais que là, on a un problème qui est plus d'ordre politique qu'économique, et que les autres acteurs comme la BERD ou la Banque mondiale auraient pu être une alternative si l'Ukraine n'était pas considérée comme peu fiable. Une évaluation qui est confirmée par l'effondrement du marché de l'énergie en Ukraine, ce qui a provoqué une fuite des investisseurs occidentaux dans ce secteur, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de combustible nucléaire, donc ça commence à partir en sucette. Alors pour certains, la faute de ce mémorandum inacceptable repose sur les négociateurs ukrainiens qui n'ont pas su défendre leur position. Une vue qui est partagée par Alexei Kouch, qui est économiste et expert à l'Institut Growford. Il a souligné que même décider de la structure d'entreprise comme Naftogaz n'est désormais plus du ressort du gouvernement ukrainien, qui doit obtenir le feu vert de l'étranger, et pour lui, l'Ukraine brade sa souveraineté pour des crédits de plus en plus petits. Il dit « Plus nous perdons notre souveraineté, moins ce qu'il en reste coûtera cher, c'est comme au marché. Quand le vendeur vend toute sa viande et donne le dernier morceau pour la moitié du prix. Auparavant, notre souveraineté coûtait cher, on nous donnait des programmes pour 16-17 milliards de dollars. Mais maintenant, ce qui reste est à 5 milliards de dollars et les exigences sont énormes. Si ça va plus loin, le solde final de notre souveraineté et les actifs nationaux seront cédés pour 1 milliard de dollars. » Voilà. Donc quand j'avais titré il y a quelques mois en arrière que Zelensky avait perdu le droit de parler d'intégrité nationale de l'Ukraine après la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, en disant qu'il avait bradé le pays pour un prêt du FMI, il y avait des gens qui avaient trouvé que c'était un peu exagéré. Mais en fait, c'est exactement ça. Ce mémorandum, moi j'attends les détails, mais si c'est exactement ce qui a été approuvé, c'est l'officialisation de la mise sous tutelle de l'Ukraine par le FMI, et donc par les pays occidentaux, en échange de 5 malheureux milliards de dollars. Là, l'Ukraine n'est plus un pays souverain, mais une colonie à qui on dicte qui seront ses juges, sa politique économique et financière, sa politique en matière de santé et d'éducation, et même la structure de ses entreprises d'État, avant qu'elles soient vendues pour une bouchée de pain, en échange de 3 breloques qui vont éviter tout juste au pays de couler totalement et de faire officiellement faillite. On maintient juste le nez de l'Ukraine en dehors de l'eau pour qu'elle puisse continuer à respirer. C'est juste ça. Vous assistez à la somalisation de l'Ukraine qui se poursuit à vitesse grand V, avec l'aide du FMI qui fait tout pour que le pays s'enfonce de plus en plus,
pour le placer en position de faiblesse, pour que quand il vienne mendier les prochaines miettes que le fonds voudra bien lui jeter, le FMI va pouvoir lui imposer des exigences de plus en plus lourdes. C'est ça qui se passe. C'est ça le but du FMI. C'est d'obtenir, de pouvoir transformer les Ukrainiens en esclaves qui vont devoir rembourser une dette qui est irremboursable ad vitam aeternae, et ils en verront jamais la couleur. Ils en verront jamais la couleur. Ça va finir dans des poches, ça va juste sauver un peu le budget ukrainien, c'est tout ce que ça va faire. Mais l'Ukrainien lambda, il verra jamais la couleur de ce pognon qu'il va devoir rembourser jusqu'à la fin de sa vie. En trimant pour 3 fois rien. Et en payant toujours plus cher son gaz, son électricité, son eau, son chauffage, etc. Voilà, c'est tout. C'est, voilà quoi, mener la politique russophobe de l'Ukraine post-Maïdan. Ruine économique et financière et somalisation du pays, qui se retrouve à devoir accepter toujours plus de sacrifices payés au prix fort par sa population, pour des miettes de plus en plus petites jetées par l'Occident. Voilà ce que Yanukovych avait refusé en 2013. Voilà pourquoi il s'était tourné vers la Russie. Parce qu'il avait compris, il avait comparé l'offre de la Russie et l'offre de l'Occident. Et il avait compris que l'offre occidentale, ça allait l'amener dans un bourbier. Et que l'aide russe serait plus importante en termes de montant et avec beaucoup moins de contraintes. Voilà. Donc là, soit l'Ukraine fait volte-face et se décide à arrêter les conneries, soit il ne reste plus qu'à boire le calice du FMI jusqu'à la lie, mais le FMI est plus connu pour détruire les pays que pour les aider à s'en sortir. Je veux dire, c'est quand même connu. Et puis, en plus de déconner totalement sur le plan économique et financier, quand je vous dis que l'Ukraine est devenue, en tout cas le milieu politique ukrainien est devenu un asile à ciel ouvert, là on en a encore eu la preuve. Puisqu'on a eu un député ukrainien du parti de Poroshenko, Taras Bilan, qui a publié sur son mur Facebook un appel à Zelensky, dans lequel il l'encourage à faire exploser des bombes nucléaires sales à Budapest, Moscou et Saint-Pétersbourg pour se défendre contre les attaques de la Hongrie et de la Russie. Depuis, il a retiré son post Facebook. Sûrement à cause du scandale que ça a déclenché. Mais le site Strana avait sauvegardé la lettre, je vais vous la montrer, que ce député du conseil municipal de Ternopol avait adressé au président ukrainien. Au vu de la gravité d'une telle déclaration, on peut se demander ce qui a justifié ce qui n'est plus ni moins qu'une incitation au terrorisme. Alors pour Taras Bilan, ce qui justifie ça, c'est le projet de création d'une nouvelle division administrative en Transcarpathie qui créerait une grande région hongroise avec pour centre la ville de Beregovo. Et donc pour lui, ça justifierait d'en arriver à de telles extrémités. Il a dit aujourd'hui c'est la Hongrie, demain la Roumanie exigera les mêmes concessions. Quant à la Russie, cette dernière prépare ouvertement une attaque armée dans le but de s'emparer des régions d'Odessa, Kherson et Nikolaïev. Ça fait depuis 2014 que vous nous l'annoncez que c'est toujours pas fait. Et c'est là que ce député explique que l'Ukraine devrait faire pour empêcher une telle invasion, c'est créer des bombes sales. Voilà, donc c'est des bombes nucléaires non conventionnelles et les envoyer en Russie et en Hongrie. Donc il a dit, je cite, et asseyez-vous bien, demandez à Energoatom et aux instituts de recherche ukrainiens de créer d'urgence 100 à 150 charges nucléaires et bombes dites sales afin de dissuader tout agresseur extérieur. Les têtes nucléaires devraient être montées sur des missiles RK-360MS de type Neptune avec l'introduction de coordonnées sur le territoire de ces pays, Hongrie et Fédération de Russie, créer 50 à 100 groupes subversifs et de reconnaissance parmi les volontaires et les bénévoles de la première vague de mobilisation, c'est-à-dire ceux qui ont combattu dans le Donbass, leur transférer les bombes sales créées avec l'ordre de les installer et de se tenir en alerte près des installations militaires des villes suivantes, Budapest, Saint-Pétersbourg et Moscou. Ça semble tellement délirant que Strana a quand même demandé au gars t'as vraiment écrit ça? C'est vraiment de toi? Je veux dire, tu t'es pas fait hacker ton compte Facebook? Tu vois? Et non, le mec, il a confirmé, c'est bien authentique, et il a effectivement bien écrit cet appel, il l'a même justifié auprès de Strana, en disant que la création d'une région hongroise en Ukraine provoquerait une guerre et une nouvelle perte
de territoire. Il s'est lancé dans un délire complet en disant que la première étape, donc, c'était encourager les autorités ukrainiennes à créer cet espace hongrois. La deuxième étape, c'était l'injection d'importantes ressources financières avec le soutien de la Russie pour financer les groupes d'extrême droite de la région hongroise de Transcarpathie pour créer une base pour un conflit ethnique. Troisième étape, l'introduction de troupes d'État hongroises en Transcarpathie pour protéger la population ethnique. Quatrième étape, perte de la Transcarpathie pour l'État ukrainien. Il a aussi sorti que la vieille Europe était à genoux devant la Russie. Non, ça aussi, je sais pas d'où ça sort, mais grand n'importe quoi. Bon, cette diatribe enflammée, autant que son appel à utiliser des bombes sales, sont complètement délirants. Alors déjà, premièrement, ces fractures ethniques existent en Ukraine depuis que le pays existe, c'est-à-dire en gros un siècle, parce que c'est dû tout simplement à la façon dont les soviétiques ont bâti le pays en piquant des morceaux à tous les pays environnants, donc Russie, Pologne, Hongrie, Roumanie, etc. Deuxièmement, ces histoires de financement des groupes d'extrême droite hongrois en Ukraine avec l'aide de la Russie, ça repose sur rien de concret, parce que la Russie a autre chose à foutre que de s'occuper des Hongrois de Transcarpathie, et la Hongrie, elle s'en occupe très bien, je rappelle. La Hongrie distribue des passeports hongrois aux Hongrois ethniques d'Ukraine et elle finance un certain nombre d'écoles et autres institutions en Transcarpathie. Troisièmement, la Hongrie, je rappelle, est membre de l'OTAN, organisation à laquelle, je rappelle, l'Ukraine aspire à adhérer un jour, et puis surtout organisation qui a quand même inscrit dans sa charte le principe qui dit que toute attaque contre l'un de ses membres attire de facto une réponse de tous les autres. Et je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de pays de l'OTAN qui sont dotés de l'arme nucléaire. Les vraies bombes nucléaires, pas les machins sales. Quatrièmement, je rappelle que la Russie est dotée de services de renseignement efficaces qui déjouent régulièrement des tentatives d'attentats de radicaux ukrainiens en Crimée et qu'il existe des systèmes de détection des rayonnements gamma qui permettent de localiser une bombe nucléaire sale. Cinquièmement, ce type de bombe n'a pas l'intensité de destruction d'une vraie bombe nucléaire, ça contamine la région plus que ça ne détruit. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que la Russie va faire une fois qu'elle aura identifié l'origine d'une telle attaque terroriste sur son territoire, si jamais le FSB n'arrivait pas à l'empêcher? Je rappelle que la nouvelle doctrine nucléaire russe publiée cette année dit clairement que la Russie se réserve le droit d'utiliser son arsenal nucléaire en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive contre elle ou ses alliés, ainsi que dans le cas d'une agression contre la Fédération de Russie avec des armes conventionnelles, dès lors que l'existence même de l'État serait menacée. En clair, si l'Ukraine se lance dans un tel projet d'attentat terroriste à coups de bombes sales contre la Hongrie et la Russie, le pays serait rasé sur toute sa surface à coups de bombes nucléaires, tant par l'OTAN que par Moscou. Ça serait intéressant, remarquez, de voir ça de l'extérieur. Voir pour une fois qu'ils seraient d'accord sur quelque chose. Mais pour les Ukrainiens, ça serait pas cool quand même. Bon, je pense que c'est peut-être pour ça que le post a disparu du mur Facebook de Taras Bilan. Mais enfin, le fait qu'un député ukrainien puisse ouvertement lancer au président un appel à commettre un acte terroriste à coups de bombes nucléaires sales contre un autre pays sans être arrêté immédiatement pour incitation au terrorisme, ça révèle bien que l'Ukraine est lui-même un État terroriste. Bon, pour nous, dans le Donbass, c'est évident depuis longtemps. Je veux dire, vous avez déjà vu pas mal de mes reportages ou articles qui prouvent qu'ils ont des djihadistes qui combattent à leur côté, qu'ils font venir depuis la Syrie, qu'ils utilisent eux-mêmes des méthodes terroristes, comme les drones largueurs de grenades. Voilà quoi. Mais après, c'est Kiev qui vient dire que c'est nous les terroristes. Nous, on n'utilise pas des méthodes comme ça. Et on n'incite pas à utiliser des méthodes comme ça. Voilà, mais là maintenant c'est clairement visible que l'Ukraine est un État terroriste. Et puis quand moi je vois ce genre de déclaration de politiciens ukrainiens, moi je me dis que c'est heureusement que l'Ukraine a été privée de la bombe nucléaire par le mémorandum de Budapest de 1994. Parce que sans ça, on se retrouvait avec un pays terroriste doté de l'arme nucléaire. Et alors, je veux même pas imaginer ce qu'ils en auraient fait, tant contre la population du Donbass dans la guerre actuelle que contre les pays voisins. Ça, je me dis, mais heureusement que ce truc-là a été signé, parce que je vous raconte pas à quoi on est échappé, là. Et alors, pendant ce temps-là, à Kiev, j'en ai deux. On a une nationaliste, c'est plutôt une néo-nazie, et instructrice des combattants ukrainiens qui se battent dans le Donbass, Yelena Samboul, qui a déclaré sur la chaîne TV Espresso que la Russie sera toujours en guerre avec l'Ukraine, car sans elle, la Russie n'est pas viable et incapable de se nourrir, et donc que Kiev doit continuer à se battre et attendre que l'agresseur meure de faim.
Hein, voilà, donc à la sortie, la Russie est en guerre avec nous tout le temps, ne faisant que changer les outils de cette guerre, et combien de temps elle existera à nos côtés, combien l'Ukraine devra se battre pour ses frontières, c'est juste que l'ennemi ne nous laisse aucune chance. Selon elle, la Russie serait incapable d'exister sans l'Ukraine, car dans ce cas, il y aurait personne pour la nourrir. Vous ne pouvez pas faire la paix avec Poutine, la Russie a toujours combattu avec l'Ukraine, la Russie ne peut pas exister sans l'Ukraine. Elle baisse la tête, regardez son économie, cette Russie ne peut nourrir personne, elle va bientôt mourir et elle le comprend, alors elle va à la banque d'Ukraine, hein, je vais faire un braquage quoi. Alors là, on est en plein déni de réalité. Alors, je rappelle donc l'Ukraine est obligée de mendier une aumône de 5 milliards de dollars au FMI, mais c'est soi-disant l'économie russe qui va pas bien. Non, non mais arrêtez là, arrêtez. Non mais arrêtez. Arrêtez de projeter sur la Russie l'état même de votre pays qui est en train de se somaliser là. Je veux dire, arrêtez. Et puis concernant la nourriture, je rappelle quand même que si on prend les derniers chiffres en termes d'exportation, etc., qui datent de 2018, en 2018, la Russie a été le 3e plus gros producteur mondial de blé et de seigle, 1er producteur d'orge et d'avoine, 2e producteur mondial de sarrasin, 3e producteur mondial de choux devant l'Ukraine qui est seulement 5e, 3e pour les pommes de terre devant l'Ukraine qui est 4e, 3e pour les carottes quand l'Ukraine est 5e, 2e pour les concombres quand l'Ukraine est 5e, 3e pour les citrouilles et courges quand l'Ukraine est 4e, et que pour les graines de tournesol que l'Ukraine est 1re et puis la Russie 2e, enfin bon, je nourris pas de graines de tournesol. Pour les fruits, groseille à maquereau, la Russie est 2e, l'Ukraine 4e, groseille classique, Russie 1re, Ukraine 3e. Pour la viande, la Russie est 4e producteur de poulet au monde. Bon, je rappelle que depuis 2014 et toutes les sanctions occidentales, les importations de nourriture par la Russie ont chuté quand même de 35%, et que les pays les plus importants en termes d'exportation de nourriture vers la Russie sont la Biélorussie, la Turquie, la Chine, le Brésil, l'Équateur, l'Afrique du Sud, le Chili et l'Argentine. Donc l'Ukraine n'est même pas dans le groupe de tête. Donc vous nourrissez que dalle. On n'est plus à l'époque soviétique ou impériale où l'Ukraine était le grenier à blé de la Russie. Ou de l'URSS, on n'est plus du tout là. Vous n'avez pas remis à jour votre logiciel, il est temps de le faire. Hein, voilà, là faut arrêter les conneries. Je veux dire, stop les bêtises. Et puis, alors là c'est pas à Kiev, c'est pendant ce temps-là chez Forbes. Alors je vais vous montrer, ils ont sorti un article. Alors, disant que avant Donald Trump, la Russie n'aurait eu besoin que de 60 heures pour vaincre l'OTAN, entre autres envahir les pays baltes, et que maintenant c'est même moins. Voilà, depuis qu'il y a Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est moins. Alors bon, comme l'a rappelé le journaliste Brian McDonald, le budget total de la défense des 29 membres de l'OTAN s'élève à plus d'1 trillion de dollars, hein, 1,035 très exactement, quand la Russie dépense 65 milliards. Donc, je vous explique, 1 trillion, donc c'est 1000 milliards. Voilà, donc les membres de l'OTAN dépensent 1035 milliards de dollars, quand la Russie en dépense 65. 16 fois moins. Alors, si la Russie, avec 16 fois moins de budget de la défense, arrive à foutre l'OTAN KO en 2 jours et demi, les mecs, ça veut dire que l'OTAN est totalement inutile et devrait être dissoute immédiatement et que vous feriez mieux d'utiliser ce pognon à quelque chose de plus utile. Parce que là, je sais même pas comment vous arrivez à publier des papiers comme ça sans vous rendre compte du ridicule du truc. Donc vous êtes en train de nous dire que la Russie, avec un budget de la défense 16 fois moins important que les 29 membres de l'OTAN, est capable de vous latter la gueule en 2 jours et demi. Il n'y a rien qui vous choque. Vous rendez quand même pas compte de ce que vous sortez ou... Non, mais... Vous aimez vous humilier en public ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas possible quand même. Là, c'est déjà le cirque en Ukraine, ça le devient chez les rédacteurs de Forbes aussi maintenant. Enfin, non, faut arrêter là quand même. Faut arrêter. Parce que si c'est vrai, peut-être que vous inquiétez. Faut revoir vos dépenses de budget de la défense, parce que ça veut dire que vous gaspillez le pognon. Vous jetez le pognon par les fenêtres. Je vois pas d'autre explication. Mais ça veut dire que l'OTAN sert à rien. On est bien d'accord. Voilà.
Voilà, c'est le genre de truc qui devrait quand même vous percuter. Donc voilà la situation. Bah, ici, donc pour l'instant, on reste sur des niveaux de bombardement relativement bas, mais qui ont l'air de remonter, donc ça c'est pas très bon. Il y a des grosses craintes sur un risque d'escalade vers la mi-juin, donc bientôt là. Parce que bon, vu tout le matériel qui a été amené dans le Donbass par l'armée ukrainienne, on n'est quand même pas très rassuré. Surtout quand on voit le cirque qu'ils ont fait au sein du groupe de contact trilatéral avec leurs pseudo-représentants du Donbass qui sont anti-Donbass en fait. Donc c'est pas très rassurant tout ça. Je pense que le procès du MH17 va de plus en plus se transformer en théâtre de l'absurde et en cirque ou en asile psychiatrique à ciel ouvert au même titre que le milieu politique ukrainien, parce que bon, quand je vois les procureurs se lancer dans des délires en mode qu'ils vont prouver que les 4 accusés avaient l'intention criminelle d'abattre un avion militaire. L'intention criminelle d'abattre un avion militaire. On était en guerre. Et il y a un truc qui s'appelle le droit imprescriptible à la vie. Tout être humain a le droit de défendre sa vie. Voilà. C'est un principe normalement universellement reconnu dans le monde, normalement, dans les pays qui ne sont pas des dictatures ignobles. Et normalement le droit international a consacré ce principe inaliénable. Donc, je veux dire, soit les procureurs ont raté quelques cours de droit, qui était important, soit on voit clairement qu'ils sont complètement biaisés, parce que ces avions militaires, ils n'étaient pas là pour la parade, c'était la guerre, et ils avaient tendance à quand même bien bombarder les cibles civiles. Je rappelle que 2 jours avant le crash du MH17, un de ces avions a bombardé Snezhnoye et a fait une grosse vingtaine de morts parmi les civils. Ils ont bombardé des immeubles d'habitation, d'accord. Ils ont pas bombardé des positions, ils n'ont pas bombardé des soldats, ils ont bombardé des civils, qui se sont fait tuer en pleine nuit alors qu'ils dormaient dans leurs appartements. Voilà. Donc, intention criminelle d'abattre des avions militaires qui commettent des crimes de guerre contre les civils, si tu veux, il y a un problème, tu vois, il y a un truc qui colle pas. C'est du grand délire. Intention criminelle d'abattre un avion militaire dans le cadre d'une guerre où ces avions sont chargés de tuer des gens. Non, ces gens ont le droit imprescriptible de défendre leur vie. Voilà, ils en ont le droit. C'est surtout quand ces avions tuent des civils. Donc, il n'y a pas d'intention criminelle déjà à la base. Enfin, je veux dire, déjà rien que ça, les avocats de Poulatov auraient déjà de quoi foutre en l'air complètement tout le speech du procureur, qui aime beaucoup s'écouter parler d'ailleurs. Donc je pense que ça va devenir de plus en plus délirant ce truc. Donc voilà la situation. Donc je vous dis en attendant à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et je vous rappelle donc que le 24 juin aura lieu ici la parade de la victoire que j'irai filmer comme chaque année au lieu donc du 9 mai pour cause de coronavirus. Voilà, en attendant je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.